Salut chers étudiants. Alors aujourd'hui, j'ai décidé qu'on continue toujours notre programme. Cette fois-ci avec un nouveau chapitre, le calcul intégral. Alors, avant de continuer la suite de cette vidéo, fais un effort. Abonne-toi, active la cloche de notification, lâche un pouce bleu et partage au maximum la vidéo. Alors, merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons passer au tableau. Nous allons parler sur le calcul intégral. Le calcul intégral, qu'est-ce que c'est? Nous allons voir la notion du calcul intégral. Alors, je tiens à vous demander, à vous dire quelque chose de très important. Le calcul intégral se fait toujours avec les calculs de primitives. Je n'ai pas parlé de ce chapitre, mais j'ai essayé de brosser ça lorsque je parlais sur les fonctions. Surtout les fonctions logarithme népérien. Je vous ai dit que la primitive, on appelle primitive cette fonction qui a été utilisée, qui a été dérivée pour avoir une fonction. En d'autres termes, si je veux trouver la primitive de la fonction f, petit f, il faut que je trouve cette fonction primitive qu'on a dérivée pour obtenir cette fonction petit f. Alors, nous allons passer au tableau. Ici, I, je l'ai noté, I est appelé ici l'intégrale. L'intégrale, comme le calcul intégral, il se note de cette façon, I égale intégrale. Ce signe-là est le signe de l'intégrale, intégrale de A à B d'une fonction f de x avec la variable x que j'ai noté dx ici. Dx veut dire la variable est x dans cette fonction. Alors ici, j'ai noté entre crochets une autre fonction, grand f de x, pris entre a et b. Donc a et b sont les bornes de l'intégrale. Ce sont les bornes, x est la variable et f est la fonction dont on veut calculer l'intégrale. Et grand f de x est la primitive de la fonction petit f de x. Donc comme je le disais, on ne peut pas calculer l'intégrale d'une fonction sans passer par sa primitive. Donc, il est important de déterminer la primitive de la fonction petit f pour pouvoir déterminer l'intégrale. Alors, une fois qu'on a la primitive qu'on prend entre a et b, l'intégrale va se résumer à grand f de b moins grand f de a. Grand f de b moins grand f de a est exactement l'intégrale qui est notée ici. Alors, je vous ai précisé ici, grand f de x est appelé primitive de la fonction petit f de x. Et une autre manière de déterminer la primitive de la fonction, c'est d'essayer de calculer l'intégrale, mais en prenant pour borne inférieure une valeur qui va annuler la primitive et pour borne supérieure la variable. Donc, grand f de x est exactement égal à intégrale pris entre a et x de f de x dx, tout en sachant que f de a est égal à 0. Donc, une autre manière aussi de trouver la primitive d'une fonction. Alors, ça veut dire que si je sais, par exemple, que la primitive a annule la primitive, donc je vais juste prendre l'intégrale de sa fonction dérivée pris entre petit a qui va annuler la fonction primitive jusqu'à x pour que lorsque je vais calculer donc la primitive remplaçant par la valeur supérieure, je vais trouver grand f de x avec sa variable x. Alors ici, je vais vous rappeler quelques propriétés que vous avez déjà, des propriétés sur le calcul de la primitive. Alors, ici, lorsqu'on a une fonction sous forme ax exposant n, la primitive c'est simplement a sur n plus 1 fois x exposant n plus 1. Donc, la dérivée de celui-ci va donner celui-là. Ainsi de suite, lorsqu'on a une fonction qui est sous sa forme dérivée fois la fonction exposant n par exemple, on aura 1 sur n plus 1 fois f exposant n plus 1. Ici de même, lorsqu'on a une fonction dérivée f' sur f exposant n, on aura moins 1 sur n moins 1
sur n-1 f exposant n-1, qui est la fonction primitive. Il faut noter que f exposant n-1 est vraiment sous la barre de division. Alors, avoir une fonction u' cosinus u, sa fonction primitive, c'est sinus u. Une fonction u' sinus u, sa fonction primitive, c'est moins cosinus u. Avoir une fonction sous la forme 1 sur racine de x. La primitive, c'est 2 racines carrées de x. Et avoir une fonction f' sur racine carrée de f, c'est égal à 2 racines de f. Une fonction f' sur f, sa primitive, c'est ln de valeur absolue de f. Cette partie, je vous l'avais déjà parlé lorsque j'ai parlé sur les fonctions logarithmes en utilisant u' sur u. Donc, pour primitive, c'est ln de u. En fait, s'il faut partir de la fonction dérivée vers la primitive, on applique une valeur absolue parce que ln n'est pas appliqué sur des fonctions qui sont négatives. Donc, toujours positives et même supérieures à 0. Alors, avoir une fonction 1 sur cosinus carré x, sa primitive, c'est égal à tangente x. Une fonction 1 sur sinus carré x qui a pour primitive moins cotangente x. Donc, ceci n'est que quelques rappels sur les fonctions primitives, d'autant plus que nous avons besoin des primitives pour avancer en intégrale. Alors, nous allons voir l'intégrale a une interprétation géométrique. J'ai essayé de représenter une variation d'une portion d'une courbe de fonction f. Ça, c'est la droite des ordonnées et la droite des abscisses. On a la courbe de la fonction f. On a la droite d'équation x égale à a. X égale à a. On a la droite d'équation x égale à b. On a la droite des abscisses. Maintenant, entre la courbe, la droite d'équation x égale à a et x égale à b et la droite des abscisses, il y a une surface qui a été délimitée. C'est cette surface que j'ai rassurée. C'est une superficie. L'aire délimitée par la courbe, la droite des abscisses et la droite d'équation respectivement x égale a et x égale b délimite une surface qui est en réalité l'intégration sur l'intervalle a à b de la fonction de la courbe, bien sûr. Donc cette partie-là se calcule de cette façon. A égale intégrale de a à b f de x dx. F de x dx. Donc cette partie, c'est une interprétation. Ça veut dire calculer l'intégrale de a à b d'une fonction, c'est en fait calculer la surface que délimite la courbe de cette fonction, la droite des abscisses et respectivement les droites d'équation x égale chacun les bornes de cette intégrale. Alors, nous allons passer à quelques propriétés des intégrales. Intégrale de a à b f de x dx, c'est égal exactement à intégrale de b à a. Vous voyez ici, c'est renversé. J'ai commencé par la borne supérieure d'ici. En ce moment, je place un signe négatif ici. Donc, intégrale de a à b f de x dx égale moins intégrale de b à a f de x dx. Ici également, intégrale de a à b f de x dx, c'est égal à intégrale de a à c f de x dx plus intégrale de c à b f de x dx, tout en sachant que c fait partie, appartient à l'intervalle a à b. Cette propriété est appelée la relation de chasse. La relation de chasse. Vous voyez que je l'ai écrit ici. Alors, intégrale de a à b de la somme de deux fonctions est égale à intégrale de a à b de la première fonction plus intégrale de a à b de la seconde fonction. Bien sûr, ces fonctions étant tous des fonctions continues. Alors, nous continuons toujours avec nos propriétés. Intégrale de a à b alpha
f de x dx est égal à alpha intégrale de a à b f de x dx. Ceci suppose que lorsqu'on a un nombre réel ou bien un scalaire qui multiplie une fonction f qu'il faut intégrer sur a à b, ce qui suppose qu'il faut simplement multiplier le scalaire et intégrer seulement la fonction f. Alors si une fonction est positive, ça veut dire que son intégrale aussi est positive. Si une fonction est négative, son intégrale aussi est négative. Si f est supérieur à une autre fonction g, ça veut dire que l'intégrale de f sera aussi supérieure à l'intégrale de g. Si f est compris entre deux nombres réels, petit m et grand m, ça veut dire que l'intégrale de f est aussi compris entre les nombres réels m facteur de b moins a et grand M facteur de b moins a, tout en sachant que b et a ne sont que les bornes de l'intégrale de la fonction. On continue dans les propriétés. F de x dx, bien sûr l'intégrale de moins a à a, c'est exactement égal à 2 fois intégrale de 0 à a f de x dx, seulement si la fonction f est une fonction paire. Donc ça veut dire que si la fonction n'est pas une fonction paire, cette propriété n'est pas vérifiée. C'est seulement dans le cas où la fonction est paire. Maintenant, si la fonction est impaire, l'intégrale de moins a à f de x dx est simplement égale à 0. Bien sûr, si la fonction est impaire. Maintenant, si nous avons intégrale de a à une autre, à a plus t d'une fonction f de x dx, on peut réécrire que ça équivaut à intégrale de 0 à t f de x dx si f est une fonction périodique. Si f est une fonction qui est périodique, comme les fonctions cosinus, sinus, et connaissant la période t de la fonction, calculer l'intégrale de a à a plus d d'une fonction revient à calculer l'intégrale de 0 à t, la période de cette fonction. Ok, il y a les intégrales généralisées. Alors, nous allons voir aussi intégration par partie. L'intégration par partie, je vais attirer votre attention sur cette partie. C'est une partie très importante. Il arrive des fois, il faut calculer l'intégrale des fonctions dont la détermination de la primitive se révèle très compliquée. En ce moment, il faut faire usage de cette technique qui est l'intégration par partie. Dans cette fonction, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arriver à scinder la fonction à intégrer en deux types, où on peut retrouver dans la fonction la dérivée d'une fonction, puis une autre fonction qui sont dans une relation de multiplication. Et ceci suppose que intégrale de a à b de f' fois g est égale à intégrale de f fois, pas intégrale, je vous en prie, c'est f fois g pris entre a et b, moins intégrale de a à b de f fois g'. Donc ici c'était f' fois g, ici c'est f fois g', mais tout en sachant que c'est f et g pris entre a et b. Ensuite, calcul approché d'une intégrale. Alors, lorsque tu as utilisé l'intégration par partie en vain sans trouver la primitive, tu as passé par des rappels précédentes sans trouver la réponse de la primitive, il faut maintenant passer à une autre technique qui est l'intégration par partie. Alors, l'intégration par partie, plutôt le calcul approché. Nous avons A que nous voulons calculer, qui est l'aire délimitée par les droites d'équation x égale b, x égale a, la courbe et la droite des abscisses, qui est aussi notre intégrale, l'aire de cette surface. Mais puisqu'on ne peut pas trouver, si jamais c'est le cas, la primitive f, on dit bien on calcule A' si f n'est pas calculable.
Ça veut dire qu'on n'arrive pas à trouver la fonction primitive. Et au lieu de calculer A, on va passer à A'. Et dans ce cas, il y a une erreur. Ça veut dire que ce n'est pas vraiment l'intégrale qu'on a calculée, mais on a calculé une valeur très proche de l'intégrale. En ce moment, nous pouvons détecter la valeur qu'il manque pour détecter la valeur qu'il manque pour avoir le vrai A est appelé l'erreur. Et c'est ce qui est exprimé ici, c'est A moins A'. Donc A qui est la vraie valeur d'intégrale, A' qui est la valeur approchée, la différence entre les deux pris dans une valeur absolue est appelée l'erreur de ce calcul intégral. Alors, comment ça va se faire? Je vous avais parlé déjà de la surface délimitée par la courbe, les droites d'équation A et B et la droite des abscisses. Alors ici, nous avons A ici et B ici. Ce qui va se passer, puisque nous n'arrivons pas à déterminer la primitive, nous allons simplement essayer de subdiviser cette R en de petits rectangles. C'est la méthode des rectangles. De petits rectangles. Donc, A, je commence en disant que A égale à x0. Je projette x0 sur la courbe. Et puis, je vais avancer ça d'une façon perpendiculaire pour retomber sur le x1. Ainsi de suite. Ainsi de suite jusqu'à subdiviser. Mais il faut savoir que je dois subdiviser A à B en de petits intervalles de même amplitude. Ça veut dire normalement l'écart ici est le même. Ici je l'ai fait à main levée, mais en réalité c'est la même amplitude. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que je vais me retrouver à avoir toute cette surface à calculer, qui n'est pas vraiment la vraie surface parce qu'il y a des petits vides laissés. Dans ce cas, je vais dire que quoi? Que ce A' est inférieur à A réel parce qu'il y a des parties qui sont laissées, qui ne sont pas prises en considération. Donc, plus je vais diviser, plus je vais avoir plus d'intervalles, plus je vais avoir de petits intervalles sur AB, plus je vais m'approcher vers A. Ou soit, je vais utiliser de ce cas, lorsque je projette ici, je vais laisser ici, je vais aller à la borne supérieure de ce premier intervalle. Je projette ça, mais je vais dépasser, toucher la courbe ici et je vais revenir de ce côté pour avoir un triangle, mais cette fois-ci qui dépasse la hauteur de la courbe. En ce moment, je vais avoir une autre surface qui est aussi très proche, mais cette fois d'une façon, elle est supérieure à A vraiment. Ça veut dire dans ce cas, A serait inférieur à A'. Donc il y a deux cas. Soit je vais faire un calcul approché dont A' serait inférieur, ou bien A' serait supérieur. Donc inférieur dans le cas où je commence avec la borne inférieure de mon premier intervalle, ou soit je vais commencer par la borne supérieure de mon premier intervalle. Cette fois-ci, je dépasse et puis je retourne de ce côté pour avoir un triangle dont la hauteur va dépasser légèrement le niveau de la courbe. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Sn est appelé cette surface qui est en dessous, cette surface qui est inférieure. C'est ça qui est le Sn. Donc, Sn est égal à quoi? Sn est égal à A moins B sur N. N, c'est le nombre d'intervalles que j'ai pu subdiviser sur A. Donc, fois la somme de I allant de 0 à N-1. N-1, donc c'est le nombre d'éléments pris ici. À N-1, donc on a X0, X1, X2 jusqu'à Xn-1. C'est le nombre d'éléments. Donc, ici, je ferai Sn égale A moins B sur N fois somme de I allant de 0 à N-1 fois F de Xi. Donc Xi, lorsque I égale à 0, on est en ce moment ici. Donc on calcule cette surface-là. Donc ça fait la surface là, plus la surface là, plus la surface là, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, grand Sn qui est égal à cette partie où on prend les rectangles qui dépassent légèrement la courbe,
c'est égal à B moins A sur grand N, bien sûr, I allant de 0 à N moins 1, le nombre d'éléments, fois cette fois-ci, F de N, F de X, F de X de I plus 1. C'est bon? X de I plus 1. Donc cette fois-ci, je commence par la borne supérieure. Donc lorsque I égale à 0, j'aurai X1, on est ici, ainsi de suite. X2, on est ici, ainsi de suite, jusqu'à couvrir toute la superficie. Donc dans ce cas, ça veut dire qu'en réalité, le vrai intégral, qui est intégral de A à B, f de x dx, est compris entre petit Sn et grand Sn. Dans ce cas, c'est lorsque f est croissante, comme ce fut le cas ici, f est croissante. Si jamais f était décroissante, dans ce cas, le grand Sn serait plus petit que l'intégral est plus petit, donc le petit Sn. Dans ce cas, f serait une fonction décroissante. Alors, une chose que je tenais aussi à vous rappeler, c'est la valeur moyenne d'une fonction sur un intervalle donné. La valeur moyenne d'une fonction sur un intervalle donné, ça se fait à l'aide de l'intégration. Donc, sur un intervalle AB, ça fait 1 sur B moins A. Donc, la borne supérieure moins la borne inférieure de l'intervalle. Intégrale de A à B, f de x dx est égale à la valeur moyenne de la fonction f sur l'intervalle AB. Alors, voici le contenu total qu'il faut avoir sur le cours concernant le calcul intégral. Donc, ainsi prend fin ce chapitre, ce résumé de cours. Et je vous donne l'occasion la prochaine fois de venir voir les exercices que je propose afin que vous puissiez mieux assimiler. À très bientôt et abonnez-vous massivement.